Dans un monde abîmé, dans un monde en lambeaux, dans un monde dévasté aussi bien par le réchauffement climatique que par la violence sociale, dans un monde dévasté aussi par un certain idéal de la transparence qui se transforme en fait en surveillance, la préférence pour l'obscur, pour les marges, le secret, la nuit et pour l'amour, donc, est peut-être l'un des derniers territoires de liberté et d'insurrection possible. J'ai appelé ceci « Et à la fin, tout recommence ». Palerme, dans la Sicile du roi François II, au fond d'une chambre écrasée de chaleur, le prince de Salinas se meurt. Au même moment, on jette par la fenêtre de sa villa son chien de chasse empaillé, mangé par les mythes. Nous sommes à la fin du Guépard, peinture ténébreuse de l'engloutissement d'un monde, celui d'une aristocratie, de ses palais d'hiver ou d'été, de ses bals, de ses fêtes votives, qui se croyaient immuables mais se trouvent tout à coup balayées par le vent de l'histoire. Trahis par les forces vives de la jeunesse, incarnés par une nouvelle bourgeoisie arriviste, tout autant, et ce n'est pas un hasard si j'ai souhaité vous en parler aujourd'hui, tout autant que par des paysans trop longtemps humiliés par la violence sociale, dans le Guépard de Lampedusa, comme dans D'ailleurs à la recherche du temps perdu de Proust, quand on aime, quand on ment, quand on trompe ou quand on trahit, c'est depuis la certitude, même impensée, de la décadence d'une époque comme de la conviction de l'émergence prochaine d'un monde nouveau. Trahir ses idéaux, une cause ou un amour, tromper un ami, un homme, une femme ou un parent, on le fait donc paradoxalement souvent pour une raison, résumée par Tancrède, le neveu de Salina, dans une formule restée célèbre. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. L'amour est une remise de soi à l'autre. Quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire confiance. L'enfant suppose qu'il peut avoir confiance en ses parents. Quand cette confiance est mise à mal, bafouée, trahie, quand un enfant s'aperçoit qu'un adulte lui a menti, qu'il lui a fait une peinture fausse, mensongère de ce qu'il prenait pour la réalité, le socle sur lequel il avait bâti son monde se fissure. Si je croyais que ce qui était vrai est en fait un mensonge, si ce que m'a dit ma mère est en fait une invention de toutes parts, qu'est-ce qui me prouve que le reste du monde n'est pas au fond un mensonge et une fiction lui aussi? À sa fille, un des personnages des Enténébrés, ce roman que j'ai écrit, raconte pour masquer l'horreur absolue de ce que fut sa jeunesse entre une mère internée et une père qui fut un martyr, puis un salaud, une enfance merveilleuse au Danemark et une adolescence dans l'Afrique de la décolonisation, au milieu des bêtes sauvages. Un jour, tombant par hasard sur un film qui s'appelle Out of Africa, adapté du roman du Danoise Karen Blixen, l'enfant s'aperçoit que, sur l'écran de la télévision, Robert Redford lave les cheveux de Meryl Streep dans la savane, exactement comme grand-père avec maman. D'ailleurs, c'est drôle, la voix off du film raconte exactement la même chose que maman quand elle parle de l'Afrique. Maman, de ce genre de mythomanie, un enfant ne peut sortir, je crois, qu'en faisant le deuil d'un monde, la fin d'un monde, celui de l'enfance. Et puis, parfois, il y a bien des façons de se débrouiller avec soi et avec ça. Et parfois, plus tard, il arrive qu'on réussisse à faire de cet effroi, justement, une fiction sur la fin du monde. Devenue adulte, je me sens responsable de la personne que j'aime et qui m'aime. Donner son amour, s'engager dans une vie à deux, c'est faire le pari que si l'état amoureux est une secousse subjective, l'amour, lui, est un travail, une patience. S'opère alors un choix très profond
celui d'affronter ensemble la beauté comme l'usure des jours, le vieillissement, la maladie, la mort des parents, tout ce qui peut arriver de grand comme de médiocre, de joyeux comme d'affreux, dans le cours ordinaire de la vie de couple, et accepter de n'avoir juste comme moyen de soutenir tout cela qu'une connaissance de plus en plus profonde, de plus en plus fine de l'autre, de ce qui l'agite, de ce qui le touche, de ce qui le tient, de ce qui le soutient. Mais comment aimer quand l'idée que nous assistons non pas à la fin brutale d'un monde, mais bien peut-être à la fin lente, progressive, mais inéluctable du monde, n'est plus seulement le fait de quelques collapsologues classés dans le rang des huluberlus, mais relayé par de plus en plus de climatologues comme de scientifiques. Au risque de contredire certains philosophes, il n'est, je crois, pas plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est, je le crois, en fait, beaucoup plus vertigineux. Penser la fin du capitalisme, c'est d'actualité, suppose de considérer la consommation comme une servitude volontaire qui contribue aux inégalités sociales et rime avec la destruction des conditions de vie sur Terre, et donc d'y substituer le rêve d'un autre ordre, par exemple celui d'une écologie libertaire. Mais penser la fin du monde, penser à la fin du monde, c'est se confronter à une série de variables indicibles. Notre propre mort, la mort de nos proches, mais également la mort de l'ensemble des êtres vivants sur la planète, la mort de cette planète. Alors, ça a des effets très, très concret, c'est-à-dire que par exemple, ça c'est tout à fait véridique, confronté à certaines prévisions de climatologues sur l'évolution du climat, il y a des gens qui décident de ne plus avoir d'enfants, alors même que jusqu'à présent, ils avaient ce désir d'enfanter. Et du reste, que dire à nos enfants? Comment les aimer puisque nous les aimons, sur la violence de l'époque, sans trahir nos valeurs et sans trahir la confiance qu'ils portent dans le fait que nous pouvons les aider à s'équiper psychiquement, année après année, pour grandir et cheminer vastement dans le monde. Et très étonnamment, après avoir lu qu'à moyen terme, 1 million d'espèces animales et végétales étaient menacées, d'autres décident de faire le grand saut. Ils prennent tout d'un coup une maîtresse ou un amant ou déclarent enfin leur flamme à cette personne que depuis longtemps ils aimaient en secret. Comme si la conscience de la chute finale permettait de damer le pion à la culpabilité de la chute originelle. Comme s'il s'agissait peut-être d'essayer finalement, après bien des répétitions, bien des regrets, bien des amertumes, d'être enfin fidèle à son destin. Mais le fantasme de fin du monde est-il toujours la projection sur le monde extérieur de la désintrication pulsionnelle ou du désinvestissement objectal? Les rêves, les angoisses, les acting out de nos patients semblent témoigner que tout cela est peut-être plus complexe. C'était, me raconte Jérôme sur le divan, c'était, je m'en souviens, le 13 novembre 2015, il y a eu les attentats, je me suis dit qu'on pouvait tous crever, que du jour au lendemain, tout pouvait s'arrêter. J'ai pensé à tous ces morts, je me souviens des visages parus dans le journal, les visages des morts, ceux des femmes surtout. C'est à ce moment-là, dit-il, que le début de mon obsession sexuelle s'est fait jour, chercher la maîtresse idéale. Je ne sais pas ce qui se cache derrière cette idée obsédante de chercher la maîtresse idéale. C'est quelque chose après lequel je cours, depuis, sans m'arrêter, de femme en femme, voir le plaisir d'une femme avec l'idée de pouvoir avoir plusieurs femmes en même temps, de pouvoir faire jouir plusieurs femmes en même temps, mais aucune n'est la maîtresse idéale. À 50 ans, Jérôme fait l'expérience du fait que si nos fantômes peuvent se loger dans le vide laissé par la mort, il arrive que nos fantasmes, si déplaisants soient-ils,
tant ils nous obsèdent, réintroduisent de l'éros, de la vie et donc du liant, là où la terreur déchirante de l'attentat comme déflagration et fin du monde, qui gèle la pensée dans sa folie et sa fureur, ouvre une béance dans laquelle à tout moment on peut craindre de disparaître. L'idée que cette fois il n'y aura pas de monde d'après pousse certains d'entre nous à se replier dans une fatigue si grande qu'elle n'est même plus celle de quelqu'un. Le monde est trop violent, l'époque trop dure, on ne croit plus en rien, on ne fait plus confiance à personne. D'autres, je l'ai dit, refuseront le tiède, oseront le risque, iront au-devant des vagues, parfois, quitte à s'y noyer. L'infidélité et la trahison amoureuse ont-elles toujours le même poids quand on est hanté par la certitude que, comme je le fais dire à un des personnages des Enténébrés, il s'écoulera moins de temps entre Christophe Colomb et nous qu'entre nous et la fin du monde. Trahir, est-ce que c'est vraiment toujours tromper l'autre et lui être infidèle? Aller voir ailleurs, comme on dit, n'est-ce pas parfois dans ce monde en lambeaux, l'ultime possibilité qu'il reste pour, au contraire, retrouver la part perdue de nous-mêmes, dans la nuit du secret, là où la seule lumière qui vaille est celle qui vient du tréfonds des êtres. Trahir, c'est donc parfois la seule façon d'épouser le monde, y compris dans ses convulsions, dans ses chaos, dans ses contradictions, et d'être peut-être enfin fidèle à son destin. Alors, dans Les Enténébrés, il y a effectivement cette fiction d'une femme qui aime deux hommes. On n'est pas du tout dans un triangle amoureux tel qu'on peut le trouver dans bien des romans du XIXe siècle, à la Flaubert, Emma Bovary, où par exemple une femme s'ennuie dans les bras d'un mari un peu fat et va trouver tout à coup une révélation et le lieu d'une vérité sublime dans les bras d'un amant. Non, là, il s'agit bien d'une femme qui aime deux hommes avec la même intensité et qui, auprès de ces deux hommes, est de femmes tout à fait différentes. Et donc, il ne s'agit pas de trahison, il ne s'agit pas de tromperie, du moins, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle essaye de mettre en acte jusqu'à un certain point. Je vais vous lire un extrait des Enténébrés. Imaginez un couple, une femme, un homme, au lit, ils discutent, comme cela peut arriver, après une très longue journée. « Écoute-moi bien, me lance soudain Paul. Il est très important que d'autres hommes que moi passent dans le paysage et que tu éprouves une vraie joie à maintenir notre couple. Tout comme moi, quand d'autres femmes passent dans le paysage, j'éprouve une vraie joie à maintenir notre couple. Ça ne m'empêche pas d'être profondément affectée par ce que ces femmes me proposent. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Je ne te demande pas de me dire la vérité. La vérité, ça n'est pas pour l'amour. La vérité, c'est pour les romans ou le divan de l'analyste. Me sors pas ton petit Lacan illustré, je te prie. Non, ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux dire par là que l'état amoureux est une secousse subjective. L'amour, lui, est simplement un travail, une patience. Je me rappelle très bien avoir fait cette opération-là avec toi. C'est un choix que tu fais, qui est très profond, devant ce qui va se passer, affronter ensemble le vieillissement, la maladie, tout ce qui arrive dans le cours ordinaire de la vie de couple. Accepter de n'avoir juste comme moyen de soutenir cela qu'une connaissance de plus en plus profonde du corps de l'autre, de ce qui l'agite, de ce qui le touche, de ce qui le tient, de ce qui le soutient. Cet approfondissement de la conversation, c'est un choix que j'ai fait avec toi. Sa main se pose sur mon visage dans l'étendue noire ininterrompue de la chambre. C'est très profond ce que je ressens avec toi quand on fait l'amour, ajoute-t-il. Tu fais remonter des éblouissements, des jouissances, des souvenirs de baise, des mouvements d'amour qu'on a eus pour moi. Et ces couches de souvenirs se superposent, se feuillettent. Parfois même des choses surgissent, des choses dont je ne me souvenais plus depuis des années et qui réaffleurent. Tu fais tout vibrer. Et j'écoutais Paul, dont j'aimais tant la façon de parler, moi qui ne parle jamais, sauf quand j'écris dans cette obscurité où je ne voyais pas ses yeux, me guidant simplement dans la nuit, à partir de sa respiration et de sa voix.
Sa voix qui me disait les mots que pendant des années je n'avais pas voulu entendre, bien trop occupée par mon idée de ce que devait être la bonne façon d'aimer. Ces mots qui me parvenaient enfin, comme ces explosions de lumière dans l'univers dont les éclats ne nous atteignent que des années après qu'elles ont eu lieu. Nous étions, Paul et moi, allongés, côte à côte, dans ce lit sur lequel, avant de me connaître, il avait baisé d'autres femmes, celui sur lequel il m'avait fait jouir très fort le jour où nous avions fabriqué notre enfant. Et je fus effrayée de me dire que ce que nous vivions là, ce genre de conversation de couple que nous venions d'avoir, des millions de gens dans le monde l'avaient peut-être dans leur lit en ce moment même. Je l'écoutais encore parler, alors qu'il s'était déjà tu. Je comprenais qu'il s'agissait peut-être aussi d'une très grande et très belle déclaration d'amour. Une déclaration d'amour que pendant des années, j'avais été trop immature pour pouvoir entendre. Une déclaration d'amour que je ne pouvais comprendre, enfin précisément, que grâce à l'amour que Richard me donnait et que je donnais à Richard. Cet amour qui avait produit un accroissement si fort de mon être que j'étais à présent en mesure d'entendre des choses qu'avant je n'entendais pas. Paul s'endormit et la nuit recouvrit de son voile nos secrets triviaux et sans pareil. Je vous remercie.